Donc, je vous remercie de m'avoir fait plancher sur ce sujet. Pour ces 12e journées et ces 12e rencontres du sommeil qui sont quand même très importantes à enfin, dans notre façon de voir à l'INSV. Et donc, je n'ai pas de lien d'intérêt pour cette présentation. Et d'abord, avant de savoir gérer le stress, il faut savoir de quoi on parle. Et en fait, il y a un vrai souci dans le stress, c'est que pour le public, souvent, c'est un événement, une situation qui est psychologiquement difficile, qui est vécue comme agressive et qui a un impact en fait sur le fonctionnement général de l'organisme. Et donc moi, quand j'entends parler de stress par mes patients, la plupart du temps, c'est le stress au travail, par exemple. Alors qu'en fait, c'est une question qui est beaucoup plus large que ça, et notamment, toute émotion peut tout à fait déclencher des phénomènes de stress et ces mécanismes en soi. Il suffit pour cela d'avoir un agent stresseur qui peut être mais de différents types, pouvant aller depuis la petite bactérie, depuis le petit virus, jusqu'à la mauvaise nouvelle du jour ou au contraire le fait d'aller prendre l'avion quelque part et de devoir être à l'heure pour prendre son vol. Et donc, cet agent stresseur va engendrer une réponse dont une partie va être commune à tous, propre à l'homme, et une partie propre à chacun, c'est-à-dire que c'est le style individuel de la réponse qui est important à ce moment-là. Et des changements vont être opérés au niveau de l'organisme dans sa globalité. Et c'est ce qui est assez sympa dans le stress, c'est qu'on arrête de séparer le cerveau émotionnel de l'autre partie du corps. C'est l'ensemble du corps qui va participer à cette réponse et va changer. Et cette réponse ne va pas être spécifique. Et c'est une réponse qui est donnée au corps à toute demande qui lui est faite. Et vous comprendrez que quand on est sujet à un agent stresseur, on va avoir une réaction de l'organisme de mise en tension. Cette mise en tension va donc mettre une tension musculaire, va augmenter la fréquence cardiaque, va augmenter la respiration, tout ça pour être capable soit d'attaquer, soit de fuir. On va mettre nos pavillons d'oreille en direction de la source stressante, de stress. On va aller regarder ce qui se passe. On va avoir les poils qui se hérissent. Alors, bien entendu, chez l'humain, c'est moins perceptible que chez le chat, mais néanmoins, toutes ces réactions vont avoir lieu en une très petite, excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone, vont avoir lieu en une très très petite fraction de seconde sous l'effet du stress et vous allez avoir donc cette réaction adaptée normalement à ce qui est en train de vous arriver. Bien entendu, vous allez avoir un stress dit physiologique, c'est-à-dire un stress qui est nécessaire à notre rythme biologique, à notre homéostasie intérieure, à la préservation de notre milieu intérieur. Par exemple, le fait d'être exposé à la lumière, c'est un stress et ça va avoir un impact sur le rythme veille-sommeil, comme vous l'a présenté Alice tout à l'heure. Par contre, ce qui est intéressant dans le stress, c'est que toute stimulation excessive, que ce soit en termes d'intensité, de durée, de répétition, de type de stimulation, va potentiellement provoquer un dépassement des capacités d'adaptation du sujet. Et donc, quand on parle de stress dans la population générale, en fait, on ne parle pas du stress médical, mais de la maladie de l'adaptation qu'il y a derrière. Et donc, on a une vraie différence entre stress physiologique et stress pathologique qui correspond à l'efficience de la phase d'adaptation. Et donc, vous n'allez pas être dans la même situation de stress en fonction du fait d'être la petite souris ou d'être le chat en attente. Les deux
ont exactement la même réaction stéréotypée au stress visuel, si on veut dire, ou même odorant, qu'ils ressentent à ce moment-là. Donc, d'abord, quand on a, alors c'est Célie qui a fait les premiers modèles de stress et qui sont particulièrement intéressants dans la gestion du stress, c'est qu'on a une phase d'alarme. Alors je dirais presque que cette phase d'alarme, elle est vitale, on ne va pas lutter forcément contre, puisqu'elle nous permet de rester en bon terme avec notre environnement. Donc on a une réaction de surprise. On a une petite altération de notre équilibre habituel, donc de façon passive, ça se fait de façon tout à fait réactionnelle. Et donc, comme je vous le disais, une mise en tachycardie, le tonus musculaire qui varie, et le tonus de la musculature axiale qui se tend. On peut avoir une petite diminution de la température qui a été montrée dans les phases d'alarme importantes, une élévation transitoire de la glycémie également, puis très vite vont apparaître des réactions de défense qui vont se mettre en jeu de façon active par une stimulation, on va le voir juste après, de système surrénalien, où là, en fait, la température va augmenter, le besoin d'aller uriner va augmenter, vous allez avoir une tension artérielle qui va augmenter et vraiment une mise en action de l'ensemble des systèmes permettant une réponse la plus rapide possible. Et puis, va arriver une phase de résistance, c'est-à-dire que ce sont des réactions qui ne sont pas spécifiques particulièrement, mais qui sont en rapport avec l'adaptation de l'organisme au cours de cette réaction d'alarme. Et donc, vous allez avoir le combat, la fuite, ou au contraire, le sentiment d'impuissance, avec donc des systèmes de dépense et de récupération avec des vrais un recours en fait au système énergétique de base de notre organisme. Mais jusque-là, tout se passe assez bien. Et puis va venir une dernière phase qui est l'épuisement. Là encore, ce n'est pas du tout spécifique. C'est en fait l'adaptation qui s'effondre, l'incapacité à récupérer, à s'adapter désormais, liée à une surexposition. Et donc, quand on gère son stress, il faut aller par là, entre la résistance et ne pas, et éviter à tout prix l'épuisement. Donc, on va être dans cette phase-là pour travailler son stress de préférence. Donc, on a deux systèmes de régulation principaux. Alors, c'est un peu simplifié, mais c'est vrai que c'est important d'avoir ça en tête. Il y a un système qui est très rapidement mobilisable, donc c'est le système adrénergique, et un système qui est plus lent, qui est cortico-surrénalien, avec de plus grands intermédiaires. Mais en tout cas, quand vous avez le système adrénergique, vous allez avoir une réponse très cardiovasculaire, musculaire et respiratoire qui va être nettement stimulée. Et par contre, quand c'est le système cortico-surrénalien qui va être secondairement mobilisé pour gérer le stress, vous allez avoir en fait une augmentation des dépenses énergétiques, une diminution de la réponse inflammatoire et de la réponse immunitaire. Et plus vous allez aller vers ce système-là de compensation, de tentative d'adaptation, plus vous allez en fait manger vos réserves propres et aller vers le système d'épuisement dont je vous ai parlé il y a 5 minutes. Alors, dans le DSM-5, quand on parle de stress, en fait, on a une rubrique qui sont les troubles liés à des traumatismes ou à des facteurs de stress. Je suis sûre que quand vous lisez ces 5 sous-rubriques, troubles réactionnels de l'attachement, désinhibition du contact social, troubles stress post-traumatique, troubles stress aigu, troubles de l'adaptation, vous, le stress, vous aimeriez beaucoup le mettre en trouble stress aigu, ben pas du tout. Le trouble stress aigu, c'est vraiment une exposition à la mort effective ou à une menace de mort. Donc, c'est hyper grave. C'est vraiment le trauma et c'est avant de devenir un trouble stress post-traumatique éventuellement. Par contre,
quand on parle de stress, c'est le trouble de l'adaptation qui nous intéresse. Et là, vous allez avoir donc ces symptômes dont on vient de parler, émotionnels ou comportementaux, et qui sont en réponse à un facteur de stress, mais surtout qui sont accompagnés d'une détresse marquée, hors de proportion par rapport à la gravité du facteur de stress. Donc, il faut bien avoir ça en tête, c'est que la maladaptation au stress est un cadre de nosographique, donc de classification des maladies, qui est particulièrement bien défini. Bien entendu, on a des altérations des fonctionnements sociaux, professionnels, familiaux, donc tous les domaines de la vie qui sont particulièrement importants. On doit le différencier d'un deuil normal. Et une fois que le facteur de stress est terminé, théoriquement, on a un retour à la normale dans la période des moins de 6 mois. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous intéresse et qui nécessite des prises en charge spécifiques. Ce n'est pas un trouble anxieux, ça ne fait pas partie des pathologies des troubles anxieux. Souvent, dans la population, on a une véritable porosité entre ces différents éléments. Le stress ne fait pas partie de ces troubles anxieux. Alors, les effets sur l'organisme sont multiples et c'est pour ça qu'on essaie de limiter au maximum la part de stress et notamment, ça va avoir un effet sur l'ensemble des organes, mais aussi, ça va en fait être le starter, l'élément qui va potentiellement déclencher des pathologies qui peuvent survenir en fait avec des terrains propices à ces pathologies. La plus connue, par exemple, c'est l'ulcère à l'estomac, qui ne vient pas juste par l'effet du stress, mais parce qu'il y a une susceptibilité à faire des ulcères au niveau de l'estomac. Et vous allez avoir comme ça dans tous les systèmes corporels de véritables de véritables effets négatifs du stress lorsqu'il se perpétue. Donc, d'un côté, vous avez un stress qui est sympa, qui est vital et qui nous permet notre survie, et de l'autre, vous avez la maladaptation au stress, qui est une surconsommation de notre énergie parce qu'on ne le maîtrise pas, qui se chronicise et qui peut avoir des effets délétères. Donc, sur le système digestif, que ce soit intestinal ou gastrique, sur la peau, sur la tête, les céphalées de tension par exemple, les aggravations de migraine par exemple, sur le fonctionnement cardiaque et notamment en rythmologie ou au niveau tension artérielle, une moindre capacité de bonne défense du système immunitaire. Donc en ce moment, vous savez que c'est particulièrement intéressant de bien gérer son stress, sur le diabète, sur les systèmes reproducteurs et musculo-articulaires. Bien entendu, vous comprenez aussi que si l'on reprend par exemple l'exemple du travail, eh bien, le milieu du travail est complètement contre-productif lorsqu'il aggrave les phénomènes de stress chez les employés, puisqu'il va donner toutes ces anomalies corporelles et intellectuelles et émotionnelles liées à un mauvais fonctionnement. Donc, on a tous intérêt à y prendre garde. Ça va avoir aussi un retentissement sur le sommeil, on est quand même à l'INSV, et dormir, c'est un comportement qui est fondamental, qui est lui aussi une réponse à un stimulus, et le lieu de sommeil doit bien sûr protéger le dormeur, donc c'est absolument l'antithèse, c'est tout à fait à l'opposé de ce que ferait le stress, et ce qui fait que vous avez en fait chez les animaux des méthodes de gestion de l'environnement pour protéger le dormeur et lui permettre un sommeil réparateur.
Et c'est vrai que le sommeil ne peut être que bénéfique et pour cela, il doit être serein, c'est-à-dire laisser vivre les choses, mettre les soucis à distance, chasser l'environnement néfaste et calmer les émotions et les sensations. Donc, vous voyez bien que là, on est absolument dans le terrain de la gestion du stress tel qu'on doit la concevoir. Et dans l'insomnie, vous allez avoir, alors normalement, donc les centres de sommeil vont venir inhiber les centres d'éveil, mais par contre, dans l'insomnie, ces systèmes ne se font pas. Et on va avoir une hyper-excitation des centres d'éveil et un hypofonctionnement des centres de sommeil. Et vous allez avoir un cerveau en absolue ébullition avec une incapacité à dormir tel qu'il le devrait. Et c'est vrai que dans le stress, au sens médical du terme, on a une fragmentation du sommeil, donc une insomnie, avec des difficultés d'endormissement, des troubles du maintien de sommeil, parfois des éveils précoces, mais là, on fait attention parce que souvent, cela signe un dérapage des troubles de l'adaptation vers des problèmes d'humeur, c'est-à-dire vers la dépression, hein, puisqu'on peut avoir un continuum entre tout cela, et les symptômes diurnes, un type de fatigue, des maux somatiques que l'on vient de voir, et une mauvaise gestion des émotions, l'ensemble de ces problématiques créant un véritable cercle vicieux. Donc, pour bien gérer le stress, il faut d'abord étudier et gérer l'interaction du sujet avec son environnement. Donc, évaluer l'intensité, la nature du stresseur et la nature et l'intensité de la réaction. D'autre part, on sait qu'il y a une véritable variabilité individuelle à la sensibilité au stress, donc on ne sera pas sensible tous de la même façon au stress et à tel ou tel stress. Et non seulement il y a une variabilité interindividuelle, mais aussi intra-individuel, c'est-à-dire que en fonction du moment où le stresseur arrive, l'organisme ne va pas réagir de la même façon et, et donc ça va dépendre de paramètres propres à l'individu qui vont modifier aussi cette réponse. Et tout ça va devoir être évalué. Et donc, on reprend notre exemple. Ce n'est pas la même chose que d'être en face d'un chat qu'en face d'un morceau de gruyère pour notre petite souris, ou alors d'avoir aussi une façon de penser soi-même qui est d'être un super-héros capable de chasser le chat. Donc, tous ces aspects vont devoir être étudiés et on va donc s'appuyer sur des modèles de psychologie cognitive avec donc cette interaction entre l'individu et son environnement. Donc, on va étudier la contrainte de la situation, on va regarder l'individu en soi, ses ressources, son histoire antérieure. Là, manifestement, notre petite souris n'a jamais rencontré un chat. Elle ne sait pas ce que c'est. Et elle surestime certainement ses capacités d'adaptation. Donc, les ressources, la situation, le danger potentiel, les conséquences possibles, la nature, la durée et la gravité de cette situation, les ressources personnelles et les ressources sociales, bien entendu, et donc, quelles sont les stratégies d'ajustement. Alors ça, c'est un exercice que vous pouvez faire sur vous dès lors que vous vous sentez dans une situation un peu inconfortable. Toujours intéressant de voir comment je m'ajuste, à quoi je peux faire appel et quel est le vrai danger lié à cette situation. Parce que quand vous avez un stresseur, soit vous n'allez pas ressentir du tout de menace, soit vous allez percevoir la menace. Une fois que la menace est perçue, c'est est-ce que j'ai la capacité de faire quelque chose? Parce que si on a la capacité à faire face, ben, la réaction de stress au long cours va bien sûr être atténuée. Par contre, si la menace perçue est accompagnée d'une incapacité à faire face, là, vos réactions de stress risquent d'aller vers ces stratégies d'épuisement progressif du corps si on ne fait pas quelque chose pour limiter la situation.
Et donc, on va faire ce travail spécifique. Alors, on va être bien entendu aidé par la relaxation, la méditation de pleine conscience, qui ont vraiment dans le stress le premier rôle. Par contre, il y a aussi l'hypnose qui peut être aidante. Et donc, dans ces cas-là, c'est ce que vous allez voir dans les topos suivants. Donc, je n'insiste pas. Par contre, on va aussi utiliser des outils spécifiques, par exemple des colonnes de bec, où on va travailler la situation, avec quelle façon de penser dans cette situation, quelles émotions on ressent lorsque cette situation survient et quel comportement on a adopté. Et l'analyse de ce cercle vicieux entre cognition, émotion, comportement survenant dans cette va permettre de casser ce cercle vicieux et de mieux gérer le stress pathologique dont on parle en médecine. Bien entendu, on va regarder les stratégies d'ajustement à tous ces niveaux dans le but de modifier soit la situation, soit l'individu, mais en tout cas faire en sorte que la situation devienne supportable. Et pour cela, il va falloir évaluer la capacité de l'individu à maîtriser la situation, c'est-à-dire la croyance qu'il a en ses capacités de réponse. Notre petite souris super-héros a une croyance dysfonctionnelle, manifestement, sa croyance en ses ressources, et est-ce que c'est suffisant pour faire face à cette situation. Donc, ce contrôle perçu va être spécifique de chacun, va être spécifique du moment où le stress arrive et va dépendre de cette situation. Donc, il est transitoire. On va donc se fier à 4 facteurs particulièrement intéressants: la nouveauté de la situation, l'importance des buts personnels qui sont menacés, la possibilité de contrôler la situation et la capacité de prévoir l'évolution de la situation. Et ça permet de s'adapter à ce qui se passe. Et la plupart du temps, c'est soit la fuite, soit se cacher et attendre que l'orage passe. Pour le sommeil, bien entendu, on va devoir le traiter également. Pourquoi? Parce que on a une moins bonne gestion des émotions en lien avec l'insomnie, par exemple. On a la capacité aussi à aller de plus en plus vers des troubles dépressifs en lien avec ces sentiments d'épuisement du stress. Et donc, on doit réaliser une thérapie cognitivo-comportementale adaptée à l'insomnie. Et c'est l'association des 2 prises en charge qui va nous aider particulièrement à gérer et le stress et l'insomnie. Et donc, vous allez avoir un travail très spécifique sur la façon de penser et la façon de se comporter par rapport à l'insomnie, et sur le terrain par rapport à la gestion du stress. Et donc, là, par exemple, c'est un patient qui a un problème de gestion de stress sévère avec syndrome dépressif. Et ce qui fait que pour gérer son stress associé à un problème d'insomnie, il va falloir donner de la respiration à sa journée. Donc là, je vais laisser la main bientôt à Dominique pour vous exposer la façon dont on peut respirer la journée. On va planifier sa journée, l'organiser, mais en laissant une certaine largesse d'emploi du temps pour ne pas être étriqué dans son emploi du temps. On va hiérarchiser ses tâches parce que tout n'est pas important à faire le jour J. Il faut déléguer si on a trop de choses à gérer. Et pour cela, c'est l'affirmation de soi qui joue. Et ça vous permet, par le biais de la gestion de ce stress et de son adaptation, de retrouver un sommeil serein. Je vous remercie.